La scène d'ouverture met en vedette une belle femme nommée Laura Burney, qui profite de son temps sur la plage. Elle semble avoir une vie idyllique et un mariage parfait avec son mari, Martin, un conseiller en investissement prospère de Boston. Ils vivent dans une immense villa estivale près de la plage. Un jour, les deux se mettent sur leur 31 et assistent à une réception sociale. Malgré le fait qu'ils soient avec différents groupes d'amis, leur complicité semble perdurer alors qu'ils se regardent constamment. Après l'événement, les deux rentrent chez eux et s'embrassent. Le lendemain matin, Martin remarque une serviette mal placée dans la salle de bain. Il amène Laura là-bas et lui rappelle de ne pas refaire une telle erreur. Craignant les conséquences, Laura vérifie alors tout dans la cuisine, alignant même les boîtes de conserve avec la plus grande précision. Plus tard, Martin sort pour rencontrer un voisin qui complimente la beauté de Laura, affirmant l'avoir vue de nombreuses fois à la fenêtre. Il parle ensuite du bateau du voisin, et Martin exprime son amour pour la voile. Entendant cela, le voisin l'invite, lui et Laura, à une sortie en mer. Martin accepte malgré le fait de savoir que sa femme a peur de l'eau et ne sait pas nager. Martin rentre alors chez lui et gifle violemment Laura avant de la frapper également. Il est furieux qu'une autre personne prenne du plaisir à voir sa femme. À ce moment, il est révélé que derrière l'extérieur charmant et séduisant de Martin se cache une personne obsessionnelle et contrôlante qui a physiquement, émotionnellement et sexuellement abusé de Laura pendant leurs presque 4 années de mariage. À la suite de l'agression, Martin, dans un schéma récurrent, s'excuse en la couvrant de fleurs et de cadeaux. Cette fois-ci, il lui donne une robe rouge en cadeau. Il la déshabille et la force à porter cette robe. Il semble clair qu'elle n'est pas à l'aise avec ce traitement. Peu de temps après, il se force à nouveau sur elle, et son visage en dit déjà long. Le lendemain, pendant le déjeuner, Laura exprime son souhait de travailler à temps plein dans une bibliothèque, mais Martin ne le permet pas, soulignant qu'elle travaille déjà à temps partiel dans une librairie. Elle mentionne ensuite qu'elle n'a même pas été autorisée à assister aux funérailles de sa mère il y a 6 mois. En réponse, Martin lui dit de ne pas argumenter, car il ne veut pas gâcher l'ambiance pour ce soir. Dans la scène suivante, le couple et le voisin partent en mer. Peu de temps après, une tempête grave survient de manière inattendue, obligeant Martin et le voisin à lutter pour contrôler le bateau. À un moment donné, le bateau heurte une grosse vague, projetant Laura par-dessus bord. Cela effraie Martin, et il se met à la chercher dans l'eau en criant son nom. Après une recherche approfondie de la garde côtière, il ne trouve que son gilet de sauvetage, et on présume que Laura est morte par noyade. Plus tard, Martin rentre chez lui et explose de colère, se blâmant pour la perte de sa femme. Le lendemain, une procession funéraire a lieu, mais Martin est toujours incrédule. Dans un revirement inattendu, on découvre que Laura est en réalité en vie. Un flashback montre qu'elle a sauté par-dessus bord et a nagé à travers l'eau, grâce au cours de natation secret qu'elle avait pris tout en prétendant aller travailler. Après avoir survécu à la tempête, elle est retournée chez elle précipitamment, a attrapé un sac qu'elle avait déjà préparé et a mis une perruque avant de monter dans un bus. Il s'avère qu'elle avait tout planifié afin d'échapper aux actes abusifs et obsessionnels de son mari. À présent, on voit Laura dans un bus en direction de Cedar Falls, Iowa. En chemin, une femme âgée lui offre des fruits, lançant une conversation. Laura partage alors son histoire tragique sur la façon dont elle a simulé sa propre mort pour échapper à son mari abusif. Elle révèle également qu'elle va voir sa mère, qui s'avère être toujours en vie. Auparavant, elle avait dit à Martin que sa mère aveugle, atteinte d'un accident vasculaire cérébral, nommé Chloe, était décédée, mais cette fois, Laura l'avait secrètement installée dans une maison de retraite à Iowa. À l'entrée en Iowa, Laura a enfin un grand sourire sur son visage. Elle se sent si heureuse comme si elle était libérée d'une prison. Suite à cela, Laura adopte un nouveau nom, Sarah Water, et loue une maison à ce nom. Elle commence ensuite à nettoyer, organiser et décorer sa maison, en faisant finalement son petit paradis. Pendant la soirée, elle regarde le coucher de soleil et savoure l'instant présent. Elle commence à vivre sa vie comme elle le souhaite. Elle déplace les serviettes après la douche et éparpille les boîtes de conserve dans l'étagère de la cuisine. D'un autre côté, Martin erre sur le rivage quand un morceau d'ampoule brisé blesse ses pieds. Il regarde autour de lui et remarque que plusieurs ampoules sont cassées. C'est en réalité Laura qui les a cassées pour faciliter son évasion. Un jour, Laura remarque un homme nommé Ben Woodward de son quartier, arrosant ses plantes dans le jardin. Plus tard dans la nuit, elle sort et commence à voler des pommes dans son jardin. À ce moment-là, Ben apparaît et lui dit qu'elle peut être arrêtée pour vol. Elle lui demande de lui permettre parce qu'elle prépare une tarte aux pommes. Entendant cela, il lui propose de faire un marché, mais elle laisse tomber toutes les pommes et s'en va, affirmant qu'elle ne fait pas de marché. Il la suit chez elle et lui offre les pommes, s'excusant pour sa manière d'approcher. Il se présente ensuite comme professeur de théâtre dans un collège local. Mais lorsqu'il lui demande son nom,
Elle prétend qu'il est trop tard et le fait partir. Dans la scène suivante, Martin est à son travail lorsqu'il reçoit un appel d'une femme d'un club sportif offrant ses condoléances pour Laura. Perplexe, Martin demande comment la plante connaissait sa femme, puisque Laura ne fréquentait aucun club sportif. La femme révèle alors que Laura venait tous les matins pour ses cours de natation. En apprenant cela, Martin sent quelque chose d'anormal et rentre chez lui pour vérifier les affaires de Laura. Après des heures d'inspection, il découvre sa bague de mariage qu'elle avait jetée plus tôt mais oublié de tirer la chasse d'eau. Cela le fait soupçonner qu'elle a pu simuler sa propre mort et être toujours en vie. Pendant ce temps, Laura va chez Ben pour partager une tarte aux pommes faite maison. Il l'invite à l'intérieur pour dîner ensemble. Alors qu'ils se préparent pour le repas, ils ont une brève conversation à travers laquelle Ben apprend qu'elle cherche un emploi. Il lui propose son aide pour en obtenir un, mais elle refuse, car elle ne semble pas avoir de documents de qualification avec elle. En même temps, il remarque une blessure à sa tête et spécule qu'elle a eu un passé difficile. Il essaye de lui poser des questions à ce sujet, mais elle change brusquement de sujet. Après cela, Ben lui demande son nom une fois de plus, et elle répond enfin Sarah Water. À partir du lendemain, Martin commence une enquête approfondie concernant Laura. Il se rend dans une maison de retraite, se faisant passer pour un détective, et apprend que Laura a payé toutes les factures et emmené sa mère 6 mois plus tôt. Apprenant cela, les soupçons de Martin s'intensifient encore plus. Il engage alors un détective privé et lui offre une somme énorme de 20 000 $ s'il parvient à la retrouver. À Iowa, Ben aide Laura à décrocher un emploi dans une bibliothèque. Alors qu'il marche dehors, il lui demande son vrai nom. Il ne croit pas que Sarah ait son nom car elle ne répond pas quand il l'appelle par ce nom. Malgré cela, Laura ne lui dit pas la vérité et prétend qu'elle n'a peut-être pas entendu. À ce moment-là, Ben lui avoue qu'il l'aime et lui demande de lui donner une chance. Cependant, Laura, qui a un passé traumatisant, ne veut pas être dans une relation, alors elle le rejette. Quelques jours plus tard, toute la ville célèbre la fête de l'indépendance. Au milieu de la foule, Ben repère Laura et s'excuse pour l'incident précédent. Cependant, elle suggère qu'ils oublient tout. Elle se confie ensuite à propos de sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis 6 mois. Ce même soir, Ben invite Laura à son studio, où ils passent un moment joyeux ensemble. Il lui fait essayer différents costumes de théâtre, et ils se livrant à une danse romantique sur une chanson. Il semble qu'ils apprécient la compagnie l'un de l'autre et qu'ils se lient vraiment bien. L'atmosphère prend finalement une tournure romantique alors qu'ils s'embrassent. Mais lorsque Ben tente d'intensifier l'intimité, Laura est rappelée à son passé traumatique, la rendant très mal à l'aise. En conséquence, elle résiste et le repousse. Pendant ce temps, Martin localise Claude dans une nouvelle maison de retraite, confirmant enfin ses soupçons. Le lendemain matin, Ben est assis devant sa maison avec une expression triste. Peu de temps après, Laura vient vers lui et commence à parler de son mari abusif. Elle révèle également comment elle a simulé sa propre mort pour s'échapper de lui. En réponse, Ben la rassure sur sa sécurité et lui offre un câlin réconfortant. Plus tard, il aide Laura à se déguiser en homme avant qu'elle n'aille rendre visite à sa mère à la maison de retraite. Elle approche sa mère avec une berceuse qu'elle chantait quand elle était enfant. Chloé est ravie de rencontrer sa fille après si longtemps. Pendant la conversation, Laura révèle qu'elle a quitté Martin et qu'elle vit maintenant une vie heureuse. Elle lui parle aussi de Ben et de sa profession de professeur de théâtre. Pendant ce temps, Martin est également à la maison de retraite, essayant de recueillir des informations sur les visiteurs de Claude. Alors qu'il va boire de l'eau à une fontaine, voilà Laura devant lui. Cependant, il ne reconnaît pas la version déguisée d'elle. Juste au moment où Laura part, un membre du personnel informe Martin d'un visiteur. Il se précipite dehors pour l'arrêter, mais elle est déjà partie en voiture. Laura rentre chez elle et elle est tellement heureuse qu'elle saute dans les bras de Ben et l'embrasse. Ensuite, Martin se fait passer pour un policier auprès de Claude. Il fabrique une menace envers Laura et dit qu'ils doivent la retrouver immédiatement. La vieille dame ne sait pas où la trouver, mais elle lui parle de Ben qui travaille comme professeur de théâtre au collège de Söderfall. Avec cette information en main, Martin localise Ben et le suit secrètement. Plus tard dans la soirée, Martin suit Ben jusqu'à un parc d'attractions où il voit enfin Laura. Il est rempli de jalousie et de colère en les voyant s'embrasser. En rentrant chez Laura, va se rafraîchir quand elle est surprise de voir la serviette alignée. Elle marche précipitamment et commence à inspecter toute la maison. Peu après, elle ouvre l'étagère de la cuisine et est soulagée de voir le désordre total à l'intérieur. Voyant cela, le jeune soldat allemand se révèle et ouvre le feu sur l'homme ivre. Cependant, il rate son tir et, par conséquent, une bagarre physique éclate entre les deux. Peu après, le soldat soviétique jette le garçon du dernier étage, entraînant sa mort. Cette agitation alerte tout le monde, les incitant à se rassembler dans l'escalier. La fille silésienne jure allégeance à Hitler, ce qui conduit à son exécution immédiate.
Les soldats demandent ensuite de connaître le propriétaire du Penthouse, et Anonyma avoue que c'est le sien. Entendant cela, le lieutenant Andropov dit au major de la punir, mais ce dernier refuse. Le lieutenant menace de rapporter l'incident aux autorités supérieures, mais le major semble prêt à assumer toutes les conséquences pour Anonyma. À la suite de cela, les soldats continuent leur réjouissance, tandis que le major Andrei semble clairement exaspéré. Après un certain temps, il retourne dans la chambre d'Anonyma, où elle sert actuellement Anatole. Étonnamment, le major ne fait rien d'autre qu'ordonner à Anatole de partir. Après cela, il oblige tous les résidents à se rassembler dans le salon pour célébrer la chute d'Hitler en buvant, chantant et dansant. La fête s'intensifie rapidement et tout le monde finit par s'amuser. Après la fête, le major Andrei parle à nouveau à Anonyma en privé, la pressant une fois de plus de venir en Russie avec lui comme sa compagne de vie. Cependant, elle est forcée de décliner, affirmant qu'elle a toujours un mari qui rentrera bientôt à la maison. Entendant son refus, il se prépare à partir, mais elle l'arrête et l'embrasse passionnément. À la suite de cela, les deux passent une nuit ensemble. Cela montre clairement qu'Anonyma a aussi de véritables sentiments pour Andrei. Le lendemain, elle rend visite à sa voisine, Ilsok, pour être confrontée à une vision déchirante. Le mari militaire à la retraite d'Ilse a commis l'impensable, probablement à cause de leur défaite à la guerre. Anonyma essaie ensuite de consoler Ilse, mais ses efforts restent vains. À la suite de cela, Anonyma prend un vélo et part à la recherche du major Andrei pour demander de l'aide, mais elle ne peut le trouver nulle part. Après un certain temps, elle retourne chez elle et est choquée de trouver le lieutenant Andropov accompagné de son mari, Ger, qui l'attend. Le lieutenant lui remet une note du major Andrei, l'informant qu'il va être transféré vers un endroit non divulgué en raison de l'incident précédent. Après le départ du lieutenant, Ger confronte Anonyma, visiblement bouleversée envers elle. Elle essaie d'expliquer qu'elle ne vit pas seule dans l'appartement. Elle lui remet également son journal et lui dit de lire toutes les souffrances qu'elle a endurées depuis l'invasion soviétique de Berlin. Elle espère que Ger comprendra la situation dans laquelle elle était à l'époque, mais ce dernier est tellement déçu qu'il la qualifie de femme dégoûtante. Ensuite, Anonyma se précipite au camp militaire pour rencontrer une dernière fois le major Andrei. Bien qu'elle soit attristée par son départ, elle exprime sa gratitude pour sa protection et son bon traitement. Avant de se séparer, ils se tiennent les mains et se souhaitent mutuellement du bien. Anonyma rentre alors chez elle pour trouver son mari saccageant l'appartement. Malgré le chaos, elle s'abstient de prononcer un mot d'intervention. Quelques jours plus tard, Ger quitte les lieux sans la prévenir. Anonyma raconte qu'elle ne sait pas où il est parti et si jamais il reviendra vers elle. Dans la scène finale, il est révélé que lorsque son journal a été initialement publié en Allemagne en 1959, il a été accueilli avec un rejet indigné, étiqueté comme une disgrâce pour les femmes allemandes. Choqué par le mépris de ses contemporains, l'auteur a refusé de permettre toute autre édition jusqu'à sa mort. En conséquence, même après sa disparition, son nom est resté un secret bien gardé.